Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Les messages de vœux adressés au président de la République à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de Libération. L'actualité nationale marquée par cette importante opération de distribution de logements sur tout le territoire national organisée dans le cadre des festivités commémorant le 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de Libération. Le Washington Post se penche sur le changement de cap de la France au sujet du Sahara occidental, un revirement qui pourrait être lié, selon le journal, à la pression exercée par le régime marocain sur Emmanuel Macron, notamment par le biais du logiciel espion Pegasus. Au moins 10 Palestiniens sont tombés en martyrs ce matin dans des bombardements de l'armée sioniste ayant visé des maisons à Jabalia, Beit Lahia et Rafah, alors que 6 personnes, dont 4 enfants, ont été blessées hier après qu'un centre de vaccination contre la polio a été touché. À 2 jours de l'élection présidentielle américaine, Kamala Harris et Donald Trump jettent ce dimanche leur dernière force dans une fin de campagne anxiogène pour les États-Unis de plus de 345 millions d'habitants. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec les messages adressés au président de la République à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de Libération. D'abord celui de la présidente de la République de l'Inde, Droupadi Murmu, qui a souligné dans son message l'histoire commune des deux pays dans la lutte contre le colonialisme, tout en lui souhaitant santé et prospérité au peuple algérien ami. Le président de l'Afrique du Sud, Matamela Cyril Ramaphosa, a réaffirmé au président de la République sa volonté d'aller de l'avant pour renforcer et consolider les liens d'amitié privilégiés entre les deux pays. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu également hier un message de vœux du président de la République du Zimbabwe, Emerson Dambudzo Gangawa, pour la même occasion, lui souhaitant santé et succès continu, ainsi qu'au peuple algérien davantage de progrès. La présidente de la Confédération suisse, Viola Amherd, a adressé également un message de vœux au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de Libération, lui souhaitant les vœux les plus sincères et davantage de progrès et de prospérité pour l'Algérie. Le 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de Libération a été également l'occasion pour le président de la République tchèque, Petr Pavel, d'exprimer sa profonde gratitude pour l'amitié séculaire qui lie les deux pays. Le Premier ministre libanais Najib Mikati a adressé un message de vœux au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans lequel il lui a exprimé ses meilleurs et sincères vœux et davantage de santé et de bien-être pour le président de la République, ainsi que progrès, stabilité et prospérité pour la République algérienne. Enfin, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu hier un message de vœux du secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, Hossein Ibrahim Taha, à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de Libération, dans lequel il lui a adressé ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux. La Révolution de novembre a été célébrée en grande pompe. Des festivités ont marqué cet événement national à travers tout le pays. Les amis de la Révolution algérienne ont été parmi les hôtes de l'Algérie pour la commémoration du 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution algérienne. Commentaire Nejwa Djidi et Badia Hamadi. Les amis de la Révolution étaient reçus par le président de la République en reconnaissance du soutien qu'ils ont manifesté à la guerre de libération nationale, une guerre qui a inspiré d'autres peuples. Le fils du général Diep, leader de la résistance vietnamienne contre le colonialisme français lors de la bataille de Dien Bien Phu, était présent pour célébrer avec le peuple algérien cet événement national. Et de l'Amérique latine, la fille de Che Guevara, symbole de la résistance contre l'injustice, a également pris part aux festivités du 1er novembre.
Mon père m'a toujours parlé de l'Algérie car il était étroitement lié à la guerre de libération. Le peuple algérien a lutté pendant des années pour sa liberté et le recouvrement de sa souveraineté. L'Algérie était un exemple pour l'Afrique et beaucoup d'autres pays de par le monde. La guerre de libération a démontré qu'il est possible de vaincre le colonialisme. Le petit-fils de Nelson Mandela, symbole de la résistance contre l'apartheid, était aussi présent à la commémoration du 1er novembre. Ému, il dira que l'Algérie a soutenu la résistance de son grand-père. Nous, la famille de Nelson Mandela, considérons l'Algérie comme notre deuxième patrie. Je suis très heureux d'être ici parmi vous pour célébrer le 70e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre. Tout le monde sait que l'Algérie est un symbole de la résistance et beaucoup de pays, notamment africains, se sont inspirés de cette glorieuse révolution. La petite fille d'Enrico Mattei a exprimé sa fierté d'être dans un pays qui lui rappelle les principes de la liberté et de l'indépendance soutenus par son grand-père. Et le petit-fils du président chilien Salvador Allende a exprimé sa joie d'être aux côtés du peuple algérien. Les amis de la révolution algérienne étaient heureux de faire partie des hôtes de l'Algérie pour célébrer cet événement national. La parade militaire à laquelle nous avons assisté aujourd'hui reflète la grandeur de ce pays. La révolution du 1er novembre reste ancrée dans les mémoires de tout un chacun et l'Algérie reste reconnaissante à tous ceux qui ont exprimé leur soutien et leur solidarité à cette glorieuse révolution. L'actualité nationale marquée ce dimanche par cette importante opération de distribution de logements sur tout le territoire national organisée dans le cadre des festivités commémorant le 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération. Plus de 102 000 unités, tous types confondus, seront attribuées à leurs bénéficiaires et ce au niveau national. Une cérémonie de remise de logements sous différentes formules est organisée au niveau de la wilaya d'Alger, supervisée par le Wali d'Alger. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville qui est en déplacement à Indefla, où il a donné le coup d'envoi de cette opération. لقد سعت السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. Les autorités algériennes, sous la direction du président de la République Abdelmejid Tebboune, se sont engagées à préserver l'héritage des martyrs en adoptant une politique axée sur le caractère social de l'État. Dans ce cadre, un programme de logement intitulé le quinquennal 2020-2024 a été mis en place. Il était de notre devoir de relever le défi que nous avons réussi à relever grâce aux compétences de la jeunesse nationale d'une part et à la coordination continue avec les autorités locales d'autre part. C'est un mandat au cours duquel nous avons réalisé de nombreuses avancées sociales. Nous avons distribué 1 700 000 logements. Il est à noter que l'Algérie a connu durant ces 5 dernières années des opérations de distribution de logements sans précédent. حيث عرفت الجزائر خلال ال5 سنوات الفارطة عمليات توزيع نوعية للسكنات لم يسبق. Le Washington Post met en lumière le changement de position de la France concernant le Sahara occidental qui pourrait être lié aux pressions du régime marocain, notamment par l'utilisation du logiciel espion Pegasus, ce qui a donné suite à des réactions en France conduisant à une réduction des aides et des privilèges accordés au Maroc. Yamina Saïch. Dans un article récent, le Washington Post s'est penché sur le changement de cap de la France au sujet du Sahara occidental. Selon le journal, ce revirement de situation pourrait être lié aux pressions exercées par le régime marocain sur Emmanuel Macron, notamment par le biais du logiciel espion Pegasus utilisé pour surveiller des responsables français. Cette affaire aurait suscité une vive réaction en France et à l'international, poussant les autorités françaises à réduire les aides et privilèges habituellement accordés au Maroc. Dans un contexte de répression grandissante, le Maroc n'hésite pas à recourir à l'espionnage pour imposer sa volonté et influencer la France sur des questions sensibles, notamment l'immigration. En dénonçant ces pratiques abusives, le militant des droits de l'homme marocain Abdelmoumni a été pris pour cible, ce qui a conduit à son arrestation et son emprisonnement, révélant ainsi une violation flagrante de ses droits fondamentaux. De plus, le piratage des appareils électroniques de plusieurs défenseurs des droits humains témoigne d'une stratégie délibérée d'intimidation, suscitant une indignation croissante à l'échelle nationale et internationale.
Le Washington Post a qualifié la visite d'Emmanuel Macron de visite qui suscite un grand débat. Lors de cette rencontre, les questions relatives aux libertés et aux droits humains n'ont pas été abordées. En revanche, la France et le régime marocain se sont concentrés sur le pillage des ressources du Sahara occidental, cherchant à établir une collaboration légale pour s'approprier ces richesses au détriment des droits fondamentaux de la population sahraoui. Et la situation dans l'enclave palestinienne met en lumière une fois de plus les choix contestables du Makhzen qui, en soutenant les forces oppressives, trahit les aspirations de liberté du peuple palestinien. Une trahison qui ne date pas d'hier. Durant la guerre de libération nationale, le Makhzen a également choisi de collaborer avec les puissances coloniales en soutenant la France contre le peuple algérien qui a versé son sang pour son indépendance. Yasmine Soudi. Alors que l'armée sioniste continue de commettre les pires exactions dans la bande de Gaza, le Makhzen a choisi de soutenir cette offensive en envoyant pas moins de 4000 soldats marocains rejoindre les rangs de l'armée d'occupation sioniste. Une décision prise dans le but de servir les intérêts du Makhzen et de renforcer son alliance avec une entité criminelle au détriment du peuple palestinien. 4000 soldats marocains assassinent des Palestiniens innocents, enfants, vieillards, femmes, Gaza. بموجب معاهدة أبراهام. هذا هو النظام المخزني. راه الأيام ديالو معدودة. النظام المخزني أيامه معدودة. Le Makhzen n'en est pas à sa première trahison. Pendant la guerre de libération nationale, le Maroc a choisi de se ranger du côté de la France, soutenant l'armée coloniale au mépris du peuple algérien en lutte pour son indépendance. Plusieurs attaques ont été menées par les avions de chasse de l'aviation militaire française qui ont décollé des territoires marocains pour attaquer les moudjahidines algériens en pleine révolution. Le Makhzen a contribué ainsi à réprimer les aspirations légitimes d'un peuple en quête de liberté. Les officiers et soldats marocains ont combattu aux côtés des forces françaises, sacrifiant leur vie pour défendre les intérêts de la France plutôt que ceux du peuple algérien. C'est de Marrakech que les avions français ont décollé pour bombarder les Algériens. C'est de cette façon que les Marocains ont contribué à la révolution algérienne. Cette collaboration avec les puissances coloniales démontre que le Makhzen a trahi les aspirations de l'Algérie en soutenant l'occupation française et en permettant la confiscation des terres algériennes. De plus, le Makhzen a cherché à exploiter la situation en Algérie pour des intérêts politiques et économiques, montrant ainsi sa volonté de nuire aux intérêts du peuple algérien. Ces choix historiques révèlent une opposition claire aux luttes pour l'indépendance et la dignité des peuples. La politique du Makhzen, qui privilégie des alliances opportunistes au détriment des luttes pour la liberté et la dignité des peuples, soulève de sérieuses préoccupations. En soutenant des forces qui s'opposent aux aspirations légitimes des peuples opprimés, le Makhzen démontre une déconnexion alarmante avec les idéaux de solidarité. Cette déviation non seulement fragilise sa légitimité, mais expose également une volonté de s'accorder avec des puissances étrangères, au mépris même des aspirations de son propre peuple. La rue marocaine ne décolère pas les manifestations contre la normalisation des relations avec l'entité sioniste et le pillage des richesses du peuple au profit d'entreprises sionistes et françaises se poursuivent à travers tout le pays. Khalida Hadjilali et Badia Amarni. Au Maroc, il ne se passe pas un jour sans que le peuple ne manifeste sa colère et ne dénonce le bradage des richesses de son pays au profit d'entreprises étrangères, sionistes et françaises notamment. Selon des observateurs, des entreprises françaises profitent d'avantages fiscaux au Maroc et gardent leurs capitaux au niveau des banques françaises. Ces derniers mois, la mobilisation des Marocains contre la normalisation et un nouveau colonialisme s'est accrue. فرنسا واكله المغرب واكله افريقيا عامه ففي الحقيقه ان هاد الشركات هذه اولا خصكم تعرفوا واحد المساله قبل ما كتجي تحط بعدا كتدير الاراضي بدرهم رمزي يعني الدوله ما كتستافد معها توزع انها تبيع لها شي ارض ولا تبيع لها شي منطقه فين غادي تحط الاخر وديما فاش كتجي تحط الاستثمار ديالها كتحط الاستثمار ديالها بشروط تكون معفيه من الضريبه واحد 5 سنين 10 سنين 15 عام ولا 20 عام الكفاءات العاليه كتجيبها معها من فرنسا يعني يمكنش
توظف لك كفاءات عاليه في التسيير ولا يعني كل شيء الاطار التسييري والاطار الاداري وكذا اغلبه كيكون من فرنسا. وحتى الا خدموا لك شي عماله المساله اللي كيقول لك على اننا كنحركوا الاقتصاد كنحركوا الاخر، فاغلب الناس اللي كيخدموا دي سالاريي او سميغ يعني كيعطيه الفتات. Le Maroc, dont le peuple est au seuil de la pauvreté et se voit privé d'une vie décente, se trouve aujourd'hui sous l'emprise des hommes d'affaires français. ولكن اكثر من هذا في 2000 كنعتقد 2016 سناو معاهدات باش بجوج يمشيو التنقيب ديال السوق الافريقي. دابا حتى كيقول لك السياسه الافريقيه وراه مقلقين علينا اللي دخلنا في افريقيا. راه الملك في سميتو في القضاء في الاعمال ديالو راه داخل في تحالف مع الدوله الفرنسيه لولوج الاسواق الافريقيه. Entre des conditions de vie difficiles, de précarité et de pauvreté, les Marocains vivent au rythme des contradictions et une idéologie qui justifie le génocide des Palestiniens à Gaza, en plus de lobbying qui ne cesse de les exploiter sur leur propre terre. Le génocide sioniste à Gaza se poursuit. Le chef de l'Organisation mondiale de la santé a annoncé que 6 personnes, dont 4 enfants, ont été blessées après qu'un centre de vaccination contre la polio a été touché hier samedi dans le nord de la bande de Gaza. Plus de détails avec Yasmine Msodi. Les bombardements incessants de l'entité sioniste ne se contentent pas de cibler des infrastructures civiles, ils visent désormais les centres de vaccination de la bande de Gaza. Des frappes aériennes ont ciblé un centre de vaccination contre la polio, blessant 6 personnes, dont 4 enfants. L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète des conséquences de cette attaque sur une campagne vitale destinée à protéger plus de 119 000 enfants de la région contre la maladie. Face à cette situation chaotique, l'OMS appelle à un respect strict des pauses humanitaires pour garantir l'accès aux soins et la continuité des vaccinations. Avec l'objectif d'immuniser plus de 90% des enfants contre la polio, l'organisation souligne l'importance de protéger les centres de soins, en particulier dans un contexte où les besoins humanitaires sont plus urgents que jamais. En parallèle, les frappes sionistes continuent d'alourdir le bilan humain. Ce matin, au moins 10 Palestiniens ont perdu la vie dans des bombardements ciblant des habitations à Jabalia, Beit Lahia et Rafah. Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, à Jabalia, une maison a été touchée par des avions de combat sionistes, faisant 3 martyrs et plusieurs autres blessés. À Beit Lahia, une autre frappe a tué 6 personnes et blessé de nombreux autres. À Rafah, un tir de drone a également causé le martyre d'un Palestinien et blessé 2 autres. Selon des sources palestiniennes, les forces d'occupation sionistes utilisent des armes prohibées par le droit international. Ainsi, des bombes ont été larguées de manière aléatoire par des avions de chasse. De plus, des barils explosifs ont été placés entre les maisons des civils palestiniens et déclenchés à distance. Depuis le 7 octobre dernier, l'armée d'occupation sioniste a fait plus de 43 000 martyrs et près de 102 000 blessés. Des milliers de victimes restent encore piégées sous les décombres, tandis que les infrastructures de santé sont toujours hors service. Et puis sachez que des dizaines de colons sionistes ont pris d'assaut ce matin l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa dans la ville occupée d'Al-Quds sous la protection de la police d'occupation sioniste. Ils ont mené des marches provocatrices dans ces cours et effectué des rituels talmudiques. Ces actes visent à judaïser la ville d'Al-Quds, imposer une nouvelle réalité et changer l'identité cultuelle de la ville sainte. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a dénoncé la frappe sioniste qui a visé hier le poste frontalier El Djouziyeh entre le Liban et la Syrie. Deuxième bombardement du genre en près d'une semaine, évoquant des structures humanitaires touchées. Ce poste frontalier est devenu crucial pour le passage des réfugiés fuyant la guerre au Liban. Le responsable onusien a fait savoir que fuir est devenu difficile et dangereux alors que la guerre poursuit son extension. Le ministère libanais de la Santé a annoncé hier soir que le bilan des victimes de l'agression sioniste en cours contre le Liban depuis le 8 octobre 2023 s'est élevé à 2 968 martyrs et 13 919 blessés. Les inondations en Espagne ont fait 213 morts dans le sud-est du pays. Le roi Philippe et le Premier ministre Pedro Sánchez sont attendus ce dimanche sur place. Le gouvernement espagnol a annoncé hier l'envoi de 10 000 soldats et policiers supplémentaires dans le sud-est de l'Espagne afin de venir en aide aux sinistrés et aider à la recherche des disparus.
Aux États-Unis, c'est le dernier week-end de campagne d'une élection présidentielle américaine hors norme, aux résultats imprévisibles. À 2 jours de l'élection présidentielle, Kamala Harris et Donald Trump jettent ce dimanche leur dernière force dans une fin de campagne présidentielle américaine anxiogène pour les États-Unis de plus de 345 millions d'habitants. Voyez cette correspondance de Laetitia Setraoui. Le Wisconsin, un État clé qui pourrait déterminer les résultats des prochaines élections présidentielles ici aux États-Unis. De nombreux électeurs ont choisi le vote anticipé en se rendant au bureau de vote. J'encourage tout le monde à venir voter de manière anticipée. Votre voix compte et c'est très important de participer à ce processus qui est très simple. Voter est l'une des choses les plus importantes que nous puissions faire en tant que citoyens. Peu importe pour qui vous votez ou quelles sont vos valeurs. Assurons-nous que nos voix soient entendues. Selon les experts, cette tendance au vote anticipé s'explique par plusieurs facteurs. En 2020, nous avions constaté une forte augmentation du vote anticipé en raison de la pandémie de Covid. Et je pense que beaucoup de gens se rendent compte que c'est vraiment pratique. En votant de manière anticipée, on peut éviter les longues files d'attente le jour de l'élection et le faire selon son propre emploi du temps. Nous avons vu les campagnes encourager davantage de gens à voter de cette manière, car je pense qu'ils sont plus susceptibles de voter s'ils planifient de le faire à l'avance. Les électeurs du Wisconsin, comme ceux de nombreux autres États, ont profité du vote anticipé. Et je pense qu'il y a certainement eu beaucoup de votes anticipés. Rien que dans le comté de Milwaukee, on estime qu'environ 80 000 personnes y auraient voté par anticipation. Je pense que cela reflète surtout une participation plus élevée pour cette élection et un grand intérêt des électeurs, plutôt qu'un simple pic du vote anticipé en soi. Des millions de voix ont déjà été exprimées par correspondance ou en personne. Les États clés voient une participation importante pour ce groupe d'électeurs qui pourrait s'avérer décisif dans une course très serrée pour la Maison-Blanche. Retour en Algérie pour parler sport et on a joué hier pour le compte de la première partie de la 7e journée de Ligue 1 qui se poursuivra aujourd'hui. Le CS Constantine, l'un des 3 leaders du championnat avec le MCA et l'USMA a laissé filer l'occasion de s'emparer seul des commandes après sa défaite en déplacement face au MC Oran. Un but à 0 marqué également par la bonne opération de l'Entente de Sétif et du Mouloudia d'Oran qui se hisse provisoirement à la 4e place du classement. Le compte rendu de Sid Ahmed Bouraïd. Le CS Constantine avait une occasion en or de prendre seul les commandes de la Ligue 1, mais s'est heurté à un os, le MC Oran en l'occurrence. Les Hamraois peuvent remercier Motarani, unique buteur de la partie, à la 9e minute de jeu. Grâce à cette victoire, le MCO remonte provisoirement à la 4e place, en compagnie de Arbo et de l'Entente de Sétif. L'Entente aussi aura été l'une des bénéficiaires de la journée, en venant à bout de l'AS Sochlev sur le terrain du 8 mai 1945, grâce au défenseur Boubker, buteur à la 17e minute de jeu. En bas du tableau, l'USM Khenchela a réalisé le plus important, à savoir les 3 points de la victoire. Opposé au NC Magara, l'USMK s'impose par 1-0, grâce à Boumchara. Également concerné par la bataille du maintien, le MC El Bayed et le Paradou AC se sont neutralisés 1 but partout dans un match qui s'est joué au stade d'El Bayed. La 7e journée se poursuivra ce dimanche avec les rencontres US Biskra JS Kabylie et le duel des promus entre l'Olympique Arbo et le US Mostaganem, alors que les matchs CRB Louis-Ded JS Sawara et USM Alger MC Alger ont été reportés à une date ultérieure. Plus de 1200 coureurs ont pris hier matin le départ du semi-marathon des foulées d'Alger, organisé par la Ligue algéroise d'athlétisme sous l'égide de la direction de la jeunesse, des sports et des loisirs de la wilaya d'Alger. Un événement sportif à la fois touristique et historique qui commémore le 70e anniversaire du déclenchement de la révolution du pays. Ces 21 km rappellent que bien au-delà de la performance sportive, les foulées d'Alger sont une célébration de notre identité nationale. Sarah Derbel. En 1950, j'avais participé à une course d'Alger, Malgour, et on a fait premier, deuxième, batténaum, et on courait pieds nus sur les pavés. واليوم كي جيت مناك شعرت مع عيد الاستقلال
c'est autre chose. C'est avec émotion que Abdelkader Benguella, 91 ans, se remémore les moments sombres du colonialisme, tout en souhaitant que son courage et son endurance inspirent la nouvelle génération de coureurs. Abben Ramdan, Ali Boumenjel, Larbi Ben Mhidi, Limir Abdelkader, Maurice Audin, Didouche Morad, Amirouche ou encore Hassiba Ben Bouali, Mohamed Belouizded, Aïssa Tidir, pour ne citer que cela. Le parcours soigneusement élaboré se voulait un hommage pour les sacrifices de nos valeureux martyrs. Chaque foulée, chaque respiration, rappelait le passé glorieux de tout un pays. 1er novembre, donc c'est une fête de tous les Algériens, un très beau parcours, on s'est donné à fond, grâce à nos coachs évidemment. On est simplement très émus, très émus d'avoir pu courir aujourd'hui, parce que c'est grâce justement à tous nos martyrs qu'on a pu faire cette course librement, avec une grande liberté en Algérie. Japonais, Belges et d'autres coureurs de différentes nationalités ont répondu présents à l'événement. Pour moi, c'est la première fois de faire le marathon dans la vie, donc c'est très fatigant pour moi. Mais après avoir fini le marathon, je suis très content en plus, très sympathique. Mais Alger, c'est une ville magnifique, donc ça vaut la peine. C'est chouette d'avoir des courses organisées comme ceci pour découvrir la ville. Il fait beau, il y avait de l'ambiance. La ville est magnifique, donc c'est gai de découvrir Alger à pied comme ça. Une réussite sur tous les plans, avec une forte participation et une organisation irréprochable. Les organisateurs de la Ligue ont bien encadré cet événement avec le dispositif sécuritaire que je salue. C'est un double objectif, c'est un objectif non seulement sportif mais aussi touristique. À savoir, aujourd'hui nous avons plus de 1500 participants, donc ça nous fait plaisir que tout ce beau monde soit avec nous, à nos côtés. Donc c'est une opportunité pour tout le monde. Les foulées d'Alger sont une célébration de l'identité nationale et du courage. Un hommage sincère qui a réduit le temps entre les générations pour ne jamais oublier que chaque foulée d'aujourd'hui est empreinte du courage d'hier. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.